J'accueille maintenant Valérie Maillet, Hélène Maté et Nathalie Dessand, qui n'étaient pas loin, mais je n'en avais pas encore eu l'occasion de se visualiser tout à l'heure, donc je suis content de voir vos visages maintenant. Et alors là, vous allez me dire qui vous êtes l'une et l'autre, parce que comme nous n'avons pas eu les quelques minutes, on a eu l'occasion de se parler, mais au téléphone seulement. Je vous en prie. Donc vous êtes Hélène Maté. Hélène Maté. Oui, je suis Madame Descend. Et c'est Valérie Maillet. Donc, alors maintenant, ah oui, alors exactement, c'est l'observation que je faisais tout à l'heure, mais je m'en étais pas rendu compte. Vous voyez, quand on parle de recrutement, on parle des hommes, et quand on parle de maintien, c'est des femmes. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez compris que c'était une représentation totalement fortuite et erronée qui n'avait aucun lien avec la réalité. Voilà, donc, donc maintenant je les ai repérés. J'ai Madame Maté, Hélène Maté, vous êtes documentaliste en médiathèque au Grand Angoulême. Alors, je suis pas documentaliste, je suis adjointe du Pardon. Bonjour, je suis adjoint du patrimoine à la médiathèque d'Angoulême qui se nomme l'Alpha. Voilà, et qui est un établissement qui a ouvert en 2015. Voilà. Très bien. Je propose juste de faire une présentation rapide, mais gardez le micro, parce qu'il y a les autres micros qui sont là. Je vais rapidement me retourner vers vous maintenant. Nathalie Dessand, dans l'ordre. Non, pardon. Moi. Oui, c'est si, ça. C'est bien moi. Vous êtes la directrice du cabinet Raison de Plus. D'ailleurs, je me souviens que vous aviez témoigné aussi, vous aviez lu, je crois, un témoignage il y a 3 mois. Donc, je vous avais un peu repéré, justement, à cette fameuse réunion auquel j'avais fait référence. Et donc, finalement, c'est un peu le pendant, avec Raison de Plus, de ce qu'on a entendu avec Espoir 86. Oui. Donc on va voir tout à l'heure quels sont les parallèles, mais pas que. Et puis Valérie Maillet, vous êtes responsable du service santé et sécurité du travail de Grand Angoulême, donc vous jouez le rôle d'employeur. Chacun s'est bien mis à sa place, vous voyez, il y a des postes comme ça qu'il faut arriver à maintenir. Et référente handicap. Et vous êtes bien sûr référente handicap et donc celle qui a été un peu l'interlocutrice. Donc on a encore affaire à un trio qui va nous raconter comment les choses se sont passées dans une histoire plutôt de maintien dans l'emploi, même si on verra que les passerelles sont relativement importantes. Alors je vais commencer avec la même question. Hélène Maté, quel a été votre chemin de vie jusqu'à présent et ce que vous avez envie de témoigner aujourd'hui? Alors moi j'ai travaillé à la ville d'Angoulême en tant qu'auxiliaire de puériculture jusqu'en 2007 où j'ai été reclassée par la ville parce que j'ai eu des problèmes de santé qui sont autres que ceux qui nous concernent aujourd'hui. Et donc j'ai été reclassée en bibliothèque municipale, puis j'ai été recrutée pour travailler à l'Alpha quand on a fait les équipes pour la préfiguration. Voilà. Je ne savais pas, lorsque j'ai été prise, que j'étais porteuse de cette maladie. Et donc, je souffre de troubles bipolaires. Et c'est vrai qu'au cours de mon... J'en ris parce que au cours enfin bon, j'ai toujours travaillé, mais au cours de mon travail, parfois, il m'arrivait, et de plus en plus... précisément chaque mois, d'être convoquée dans le bureau de ma directrice, avec parfois la responsable supérieure, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que tout le monde allait y passer, mais non, c'était que moi. Je ne comprenais pas pourquoi, et en fait, petit à petit, parce que en fait, je ne me voyais pas telle que j'étais vraiment, donc j'avais des comportements qui pouvaient... je pouvais parler fort, je pouvais... être un peu excentrique dans mon comportement vestimentaire, enfin voilà, des choses comme ça qui ont donné la puce à l'oreille à ma responsable. Alors quand on a parlé tout à l'heure de confiance, ça c'est sûr que sans elle, si j'avais eu quelqu'un d'autre, je pense que ça... Enfin, il y a des gens bien, mais elle a compris, elle a été tout en finesse en fait pour m'amener les choses, malgré que j'étais déjà suivie par un psychiatre, voilà. Et ça met pour être... comment on dit, j'ai mis du temps à... Non, j'étais pas du tout dans le déni, mais je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'étais suivie, mais je n'allais pas mieux. Et donc, après, ces périodicités là, chez ma directrice, et ensuite ma grande fille qui m'a dit « Mais maman, moi, je préfère quand tu pleures tout le temps plutôt que quand t'es bien, parce que quand t'es bien, t'es trop bien. » Voilà, parce que j'avais une énergie folle, parce que je dépensais beaucoup d'argent. J'ai été ensuite en endettement, j'en sors juste. Voilà, et pour elle, c'était plus sécurisant voilà.
Et donc, grâce à ça, eh bien, j'ai vu le médecin du travail. Madame Roblet m'a parlé de Raison de Plus. Et puis voilà, moi, j'ai un très bon parcours avec Madame Desan. Et c'est vrai que je la vois tous les mois maintenant. Et donc, j'ai enfin des médicaments qui me stabilisent. Et donc, moi, c'est vrai que la pathologie est bien moins forte pour moi actuellement, puisque j'ai du recul par rapport aux choses. J'ai beaucoup moins d'angoisse. Je suis appréciée à mon travail, mais c'est vrai que sans le soutien de certaines personnes à mon travail, je pense que je ne serais pas aussi bien. Voilà. Alors avant de revenir ensemble, peut-être, hein, on fera un duo pour essayer de comprendre quelles sont les conditions d'un maintien réussi. Là, pour le coup, comme on est sur le maintien, ça m'intéresse de savoir comment réagit un employeur. Parce que la tentation, finalement, est grande de se dire, mais celle-là, elle dysfonctionne complètement, elle n'est pas fiable, son comportement n'est pas... Alors, qu'est-ce qui se met en place pour qu'à un moment donné, on se dise, tiens, finalement, on peut peut-être avoir un autre mode de pensée, un autre mode de réflexion sur la situation? Alors, sur la situation d'Hélène, on se situe aux alentours de 2014. Elle a toujours travaillé, tout se passe bien. Et puis en 2014, il se passe des choses. Donc effectivement, la hiérarchie qui connaît bien Hélène et dans une bienveillance commence à détecter des situations pas anormales, mais étonnantes. Et puis il y a le lien qui se fait avec le médecin de prévention. On a quand même des rapports très, très simplifiés, très intéressants avec les deux médecins de prévention qu'on a au centre de gestion, mais là, en l'occurrence, le docteur Roblet, qui très vite prend les choses en main et qui va dire oups, là on va se réunir très vite, mais dès maintenant j'oriente vers le médecin vers Nathalie Desan. Je dirais que l'employeur a presque découvert après. Enfin, c'est-à-dire que on s'aperçoit de choses, mais voilà, le médecin de prévention a pris très vite les choses en main. Et après l'orientation auprès de Nathalie Desan, on s'est réunis tous ensemble, équipe pluridisciplinaire forcément, pour voir comment au niveau de l'équipe on allait s'organiser, et puis qu'on soit très clair par rapport à l'accompagnement qui allait se mettre en place, puisque du coup entre 2000, là on se trouve en fin 2014, début 2015, et puis 2018-2019, ça s'est poursuivi, mais voilà, avec des phases... Là, effectivement, on est presque maintenant sur une situation de veille, un petit peu comme tout à l'heure. Il faut que ça soit adapté. Donc, au démarrage, pas mal de réunions pluridisciplinaires. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, ça se fait en tant que de besoin. Il nous est remonté assez régulièrement en ce moment dans les handipact des situations en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous en pensez, vers qui nous orienter, etc. Et je note, et ça a été évoqué tout à l'heure par Vanessa Olivieri, que la logique d'équipe pluridisciplinaire est très importante. Quand le médecin de prévention est un peu au cœur de cette capacité à pouvoir parler RH, équipe, management et aussi, bien sûr, les orientations auprès des prestataires, probablement ce qui pourrait devenir catastrophique en termes de climat, de relations, en fait, arrive très vite à trouver des réponses, et enfin en tout cas des esquisses de solutions, puis petit à petit des solutions. Alors, en matière de solutions, raison de plus, nom que vous portez bien sans doute, comment vous intervenez, enfin à quel moment vous vous déclenchez, et finalement qu'est-ce qui fait que, enfin quels sont les ingrédients auxquels vous pensez immédiatement pour qu'un maintien soit réussi? Alors d'abord, pour reprendre un peu les éléments de contexte par rapport à l'accompagnement de Madame Maté, il faut le resituer dans le cadre, parce que Raison de Plus, c'est l'organisme qui porte des prestations ponctuelles spécifiques, handicap psychique, et maintenant prestations d'appui spécifiques, handicap psychique. Voilà, ça s'inscrit dans un dispositif financé par la GFIP et le FIP. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est assez simple. Hein. J'allais dire que le chaînage est important, vous l'avez dit, dans le cadre des équipes pluridisciplinaires. J'insiste sur le travail fondamental que font les médecins de prévention. En l'occurrence, là, c'est le docteur Roblet qui nous a alertés. Et très rapidement, après avoir rencontré Madame Maté sur un entretien de diagnostic, puisqu'on était à l'époque, même si ça s'inscrit dans le cadre d'une passe pour éviter la rupture du contrat de travail, on était vraiment sur des éléments de pré-diagnostic, d'évaluation de la situation. Il s'est avéré qu'on a pu mettre en place plusieurs aménagements. Peut-être qu'on en reparlera avec Madame Maté un petit peu plus tard. Mais j'ai pensé que, au regard des changements qui s'opéraient sur le poste de travail de Madame Maté, il était urgent de pouvoir se réunir de façon à prévenir des risques de rupture.
parce que là, Madame Maté était dans une situation où il fallait faire face à des mutations importantes. Alors justement, quelles étaient ces mutations, Les mutations, qui rendaient mutation, déménagement dans un nouvel environnement de travail, avec de nouvelles habitudes de travail, un nouvel outil de travail, dans un nouvel environnement, avec parfois de nouveaux collègues. Voilà, il y avait tout à reconstruire. Et pour le coup, il fallait que ce soit très structurant. Et il m'apparaissait que dans la situation, Madame Maté avait absolument besoin de repères pour pouvoir d'abord être tutorée. Hein. C'était aussi, ça a été ma première idée, hein, de rechercher quelqu'un qui pourrait être à l'intérieur de l'institution ou sur son lieu de travail, quelqu'un de ressources sur qui elle pourrait s'appuyer. Donc on l'avait déjà un petit peu évoqué au téléphone avec Madame Roblet. C'était l'idée du prémisse, peut-être passer aussi par des éléments d'information et de sensibilisation, comme ça a été dit, et certainement réfléchir après aux aménagements d'horaires et peut-être organisationnels, mais qui venaient dans un second temps. Il me semblait important de pouvoir se réunir autour d'une table. On a parlé de regards croisés, pour pouvoir mettre ça à plat et surtout gagner pour Madame Maté la confiance de ses responsables, même si elle ne l'avait jamais perdu, je crois. Hein. Et donc c'est une rencontre qui a été prépondérante, pour laquelle, là encore une fois, on s'inscrit vraiment sur une idée de réhabilitation psychosociale, parce que le travail que nous menons dans le cadre des PASS, donc je crois que vous avez parlé de la méthode IPS, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment partir du paradigme pour nous que le travail et que le maintien en emploi, le maintien à son poste de travail ou à défaut sur un autre poste de travail est un élément du parcours de soins pour nous et fait partie vraiment de la réhabilitation psychosociale, s'inscrit dans les principes du rétablissement à l'anglo-saxonne, et que c'est cette importance du lien et de la personne qui est vraiment au centre de son envie d'agir, sur sa capacité à rebondir et à garder son emploi. Tout ça avec, évidemment, en bordant tous les alentours, hein, c'est-à-dire l'environnement de travail, la relation aux collègues de travail. Voilà. Et tout à l'heure, il a été évoqué la question de la remédiation cognitive. J'ai vite senti que pour Madame Maté, qui avait gardé toutes ses capacités intellectuelles, qui sont brillantes, on peut le dire, hein, c'est quelqu'un qui a plein de choses à apporter à son environnement de travail. Il s'agissait aussi, à travers la mise en place d'un traitement adapté. Donc pour ça, j'ai pu travailler avec un médecin praticien spécialisé en libéral. Et je rejoins Patrick en disant que ça peut fonctionner. Ça a fonctionné, ça a permis à Madame Maté de retrouver un confort aussi, un certain bien-être, un apaisement. Et puis, à la suite de quoi, on a pu travailler avec elle tout ce qui est de l'ordre du renforcement positif et de la reprise de confiance en soi. Parce que souvent, ce qui est attaqué, c'est ça, c'est la confiance en soi. Et peut-être aussi, Madame Maté le dira, le rôle important de ses responsables, mais et aussi parfois des collègues de travail. Là, peut-être elle pourra revenir dessus. Mais voilà, ce qui semble important dans le cadre de son parcours, c'est vraiment cette mise en commun et cette pluridisciplinarité qui a permis le maintien. Alors vous évoquez à plusieurs reprises le nom de parcours, donc ça m'intéresse qu'on s'y arrête un peu. Et il y a un certain nombre d'ingrédients, donc je ne sais pas si je les ai dit dans l'ordre, dans le désordre, mais c'est peut-être la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a un ordre à ça ? Comment les choses se mettent en place entre la dimension médicale, mais aussi la question de l'acceptation, en fait. Hein, est-ce que, vous disiez vous-même, vous n'étiez pas forcément consciente au début, il a fallu l'intervention judicieuse de votre fille pour être un déclencheur un peu important, mais il y a aussi le traitement social, vous évoquiez, enfin quand je dis traitement social, c'est le fait de régler un certain nombre de problématiques qui sont probablement source de pression, il y a la dimension professionnelle, est-ce qu'il y a un ordre dans tout ça ? Dans votre cas, par exemple, mais peut-être d'une manière plus générale. Je ne pense pas qu'il y ait d'ordre véritable. Après, moi, parce que ça faisait des années que je voyais que j'avais des moments de dépression très forts et alors avec des arrêts de travail évidemment longs. Là, voilà, on peut mentionner que j'ai enfin le bon traitement et je n'ai plus d'arrêt de travail. Hein. Et
Voilà, mais on a besoin, par contre, socialement, j'ai perdu, cette maladie est difficile dans la mesure où j'ai perdu beaucoup d'amis, enfin, je me suis isolée socialement, et sans le travail, je pense que je serais assez misérable, comment dire, parce que ça m'apporte, je vois mes collègues tous les jours, j'ai de bonnes relations avec eux. Bon, c'est vrai que lors de ce que je vous disais en préambule, quand je ne savais pas encore ce que j'avais et que j'avais des comportements un petit peu excentriques, voilà, il y a des collègues qui ont eu de la dent dure. Et sans cette relation de confiance qu'il y avait et qu'il y a toujours avec ma responsable et qui m'a mis un peu à l'abri de ça et qui a organisé avec sa hiérarchie elle-même des rencontres pour stabiliser les choses. Je crois que voilà, c'est lié aussi à la personne qu'on rencontre. Comme disait monsieur tout à l'heure, sans ça, on serait vite perdu quand même. Hein. Si vous deviez choisir, je sais pas, 5 moments un peu importants dans ce parcours qui vous a permis de raccrocher et d'être stabilisé, ça serait lesquels? Eh ben, quand même d'avoir pu être parmi mes collègues pour l'ouverture de l'Alpha, c'est quand même voilà. Et puis de voir que je ne suis pas cantonnée, on ne me cache pas derrière dans un bureau. Voilà, j'ai des tâches multiples. Et bon, j'ai besoin du regard des félicitations quand même de mes collègues et surtout de ma hiérarchie. De temps en temps, ça fait grand bien parce qu'on peut on peut être par ces pathologies manquer de confiance en soi. Voilà. Merci. Du point de vue de l'employeur, alors quels sont les éléments vraiment dont vous êtes fiers dans le parcours qui a bien fonctionné? Compléter, en fait, le diagnostic tombe à un moment un peu compliqué puisqu'il y a un vrai changement d'environnement de travail. L'Alpha s'ouvre. L'Alpha, c'est une médiathèque un peu hors norme dans la région. Et pour les collègues qui venaient de médiathèques un peu classiques, déjà, la conduite du changement on était au taquet là, au niveau stress. Donc, c'était important aussi qu'on puisse organiser les choses pour Hélène. Et c'est vrai que l'environnement, la hiérarchie a été très très présente pour organiser le travail. On est vraiment dans l'aménagement organisationnel pour permettre à Hélène d'être le moins stressée et le mieux au travail. Donc ça veut dire effectivement sur avis du médecin de prévention, tu passes à 80% déjà parce qu'à un moment donné 100% c'est trop. On travaille en groupe et on imagine comment pourra être le travail à l'Alpha, c'est-à-dire peut-être commencer à travailler en monotâche, peut-être. On construit en fait des scénarios parce que on se dit d'être confronté à un public. L'Alpha, c'est des différents mondes. On est propulsé un peu dans un fonctionnement un peu nouveau. On va être sollicité, hyper sollicité. Il y a des grands déplacements, il y a beaucoup de transport de documents. Enfin bon, ça chamboule l'idée du bibliothécaire classique. Et donc, on monte des scénarios un petit peu pour essayer de voir si la monotâche, ça peut être intéressant, si on travaille, je veux dire, en bureau sur des demi-journées pour se reposer, pour travailler sur la fatigabilité. Enfin, voilà, on essaye de trouver des solutions. Je dirais que l'aménagement de poste type le chariot, le fauteuil, là, on l'écarte parce que ça n'a pas de sens. Mais par contre, on essaye de trouver des dispositifs pour permettre d'éviter le stress, même s'il y en a un petit peu, puisque les collègues étaient pas mal aussi. Donc voilà, on l'a monté petit à petit et on a fait des rencontres avec Nathalie Dessant, avec le médecin de prévention, pour essayer de trouver des dispositifs. La hiérarchie a été, comme l'a dit Madame Mathé, forcément un élément essentiel dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'alerte, et puis effectivement, il a fallu à un moment donné, avec ces aménagements un petit peu précis, expliquer au collectif de travail ce qui se passait. Effectivement, pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Effectivement, là, ça a été ça a été facilitant après pour que on puisse réellement travailler sereinement. Il a été évoqué, mais un peu rapidement à mon goût, l'accompagnement qui se faisait en interne. Alors on l'appelait tutorat, mais finalement, moi je me rends compte qu'il y avait une espèce de double accompagnement externe, interne. Comment ça se met en place, ça?
Tout à fait. Alors ça se met en place, ça fait partie des outils, on va dire, qu'on peut mettre à disposition dans le cadre d'un accompagnement au maintien dans l'emploi. En l'occurrence, pour Madame Maté, j'ai pensé avec les collègues qu'un tutorat pouvait être mis en place et sollicité. Donc on est parti au départ sur l'idée d'un jeune collègue, puis rapidement on a abandonné cette idée, et puis finalement c'est la N+1 de Madame Maté qui s'est proposée. Alors elle le disait tout à l'heure, hein, ça repose beaucoup sur la base du volontariat déjà, en ce qui concerne le tuteur, et puis surtout une espèce de sensibilité émotionnelle. Hein. On sait que le tutorat réussi, c'est aussi ça, hein, c'est une forme d'empathie, de respect, d'accompagnement bienveillant, ça a été dit. En l'occurrence, pour Madame Maté, ce tutorat, c'est un tutorat gagnant. Elle le dit elle-même, si ça s'arrête, c'est quelque chose qui fait peur, ça. Vous voulez en parler peut-être ? Non, c'est vrai, je pensais à monsieur quand vous exprimiez avec la confiance que vous avez. Voilà, on se met à nu quand même quand on est toutes les maladies psychiques, le regard des autres n'est pas forcément tendre. Donc il faut déjà assumer ça, assumer ce que peuvent penser les autres. Ma partenaire, on m'avait proposé, mon directeur à l'époque m'avait proposé donc que ce soit un nouveau monsieur qui s'occupe de moi, mais non, parce qu'il ne connaissait pas. Et puis ça faisait tellement d'années que j'étais avec Anne, je voulais que ce soit elle et elle a été d'accord. Et voilà, quand ça ne va pas, je vais la voir et si elle a quelque chose à me dire, elle vient. Qu'est-ce qui distingue le rôle hiérarchique du coup du rôle du tuteur ? Là, c'est une bonne question. Je crois que oui. Là, c'est le hasard, en fait. Hein. Ça n'a pas été choisi. Voilà. Mais quand vous allez la voir, vous allez la voir en tant que tuteur, vous allez la voir en tant qu'ICTSR. En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes... c'est explicite ou pas d'ailleurs, ou implicite, que vous êtes dans une modalité qui est un peu différente de celle du lien hiérarchique, mais davantage de celle de... C'est pourtant ma responsable, mais c'est elle qui a eu un peu la puce à l'oreille quand elle me conviait dans son bureau, alors que les autres non. Voilà, elle a senti les choses. Et voilà, comment dire, pour moi, il y a de l'affect envers elle parce qu'elle m'a permis de détecter ma maladie. Elle m'a permis d'avoir un bon traitement maintenant. Et je lui fais une confiance absolue. J'ose lui dire les choses qui me sont intimes et que je ne me verrai pas dire à quiconque d'autre. Voilà. C'est un dispositif qui est financé, ça, pour vous, employeur ? Alors, pas vraiment. Enfin, on a des histoires de NBI, on a des histoires de rétribution en interne. On n'en fait pas la promotion parce que voilà, ça se monte en tant que de besoin, mais je dirais que là, on n'est pas sur un tutorat où on est vraiment sur l'acquisition de compétences, sur des choses comme ça. Là, on est vraiment sur, puisque Hélène connaît son métier depuis maintenant un certain nombre d'années, mais on est vraiment sur l'accompagnement de l'alerte. Et au départ, on s'était imaginé de la même manière des rencontres régulières pour faire des points d'étape entre le tuteur, mais en réalité, ça s'est espacé ou ça s'est rapproché en fonction des périodes et des difficultés ou pas d'Hélène. Donc en fait, c'est un tutorat qui a été un peu expérimental là aussi, compte tenu de la situation. Je crois que de la même manière que l'on disait tout à l'heure, on peut pas calquer, on peut pas proposer des choses préétablies. Là, ça s'est construit un petit peu comme ça aussi. Et si je peux me permettre, cette confiance que nous donnent certains employeurs, voilà, ça nous permet, nous, d'être plus libres aussi, et voilà, pas d'institutionnaliser, chaque jeudi, tu iras voir, machin. Là, c'est quand j'ai besoin, j'y vais. Alors, il n'y a qu'avec Madame de Sang où je tiens à y aller tous les mois quand même, mais voilà, dans le cadre de mon travail, après, voilà, je me sens libre. Il n'y a que vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'en informe, et... Donc du coup, on a bien fait de faire ce lien entre accompagnement externe et accompagnement interne, parce qu'il s'agit bien d'un accompagnement. Alors on entend beaucoup parler d'emploi accompagné, je pense qu'il va y avoir un retour. Oui, je l'ai vu. Il va y avoir un retour de Caroline tout à l'heure qui va nous expliquer comment les dispositifs se mettent en place ici. Mais au-delà des dispositifs tels qu'ils ont été un peu conçus, en fait, la logique même d'accompagnement a l'air petit à petit de prendre forme en interne. Et alors voilà, moi ce qui m'intéresserait, Madame de Sang, c'est que vous me disiez comment vous voyez cette articulation pour qu'elle fonctionne vraiment bien. Alors, ce que je dois dire, que dans le cahier des charges des PPS, ex-prestations ponctuelles spécifiques, donc financées par la GFIP
et le PHFP, aujourd'hui qui ont été rebaptisés prestations d'appui spécifiques, il y a bien dans le cahier des charges cette idée de tutorat dans le cadre d'un outil de maintien dans l'emploi. Donc tutorat, information, sensibilisation, ça a été dit, de l'environnement de travail, du N+1, des collègues. Ça fait partie des outils, analyse de poste, visite du poste. Voilà, ça fait partie des outils qui sont utilisés et qui sont à disposition dans le cadre de ces prestations. Après, pour revenir peut-être, si vous le permettez, sur les aménagements dont on a parlé, évidemment, là, on n'est pas sur des aménagements techniques. Elle a pu bénéficier, Madame Mathé, d'aménagements techniques, j'allais dire, plus sur des postes assis debout pour une autre pathologie. Mais en ce qui concerne les aménagements autour du handicap psychique, on est sur autre chose. Là, il a été proposé un aménagement d'horaire avec la mise en place d'à 80%. Puis, comme l'a dit Madame Mathé, les troubles et ce qui est finalement les facteurs impactants autour des troubles dont elle a parlé, ça a été souvent la fatigabilité. Donc on a pu mettre en place, et ça avec l'accord de l'employeur, une pause, des temps de pause, là aussi, qui ont été accordés. Alors, elle n'en a pas eu besoin. Elle ne les utilise pas. Mais en tous les cas, ça a été possible. Voilà. Ça, c'est possible. Et puis, la mise en place... Des fois, la difficulté, c'est que j'ai des problèmes de mémoire. Donc, quand un lecteur me demande « je veux tel livre alors il faut que j'ai la cote du livre et le titre pour aller le chercher. Et des fois, ça part. Je ne me rappelle pas. Donc, on a réfléchi et j'ai une petite besace avec mon carnet, si jamais je ne m'en sers pas, oui. Mais je l'ai là. C'est rassurant. Monsieur Véty, vous vouliez compléter et peut-être ouvrir aussi d'ailleurs à ces échanges avec vous qui êtes là et qui écoutez patiemment. Merci. Non, c'était juste une question, justement, en plus par rapport à l'employeur, sur cette question du tutorat. Parce qu'effectivement, je pense que c'est indispensable dans les questions de maintien et même d'inclusion pour ces situations de santé. Est-ce que vous avez un dispositif administratif pour le mettre en place? Parce que nous, on a voulu, mais on n'a pas pu, parce que la NBI, enfin, je ne suis pas un spécialiste du statut, mais par rapport à ce qu'on m'a dit, c'est pour l'apprentissage. Et du coup, on a des agents qui le font de bonne volonté pendant quelques années, mais qui au bout de quelques années, ils disent bah, j'en peux plus, enfin, voilà, je dois supporter ça, ça et ça en plus de mon travail, je ne suis pas reconnu par l'employeur, donc maintenant, trouver quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était juste savoir si vous aviez trouvé ou si vous aussi, vous étiez comme nous, coincés face aux contraintes administratives. On est coincés comme vous. Après, effectivement, pour l'apprentissage, c'est plus simple, c'est plus transparent. Voilà. Oui, voilà, vous n'avez pas... C'est bien ce qui me semblait. Merci. J'ai cru que peut-être vous aviez la solution miracle. Non, mais là, on est sur un fonctionnement tellement particulier entre deux personnes. Voilà, ça se met en place et il n'a pas été même question de... Nous, de notre côté RH, on a essayé de trouver des biais, effectivement, qu'on n'a pas forcément trouvé non plus. Mais voilà, c'est vrai que là, il n'y a même pas été... Il n'était pas question... Enfin, ce n'était pas une revendication non plus côté tuteur. Merci. Autre question ? Pendant que le micro circule, ça me fait penser à cette histoire d'un nettoyeur de carreaux qui est arrivé avec une entreprise en croissance de chiffres pendant 20 ans ininterrompue et qui s'est posé la question de savoir comment il libérait l'entreprise et qui, du coup, à un moment donné, dit « mais en fait, les entretiens annuels, ils n'ont aucun sens. Bon, on va arrêter ce truc-là. Oui, mais on ne peut pas parce que la loi nous y oblige. Bon, alors on fait comment ?» Et donc, du coup, l'entretien, eh bien, en fait, c'est un auto-entretien. Donc, les personnes expriment à partir d'un certain nombre de questions où elles en sont. Et puis, l'entretien peut donner l'occasion, alors ce n'est pas un entretien, c'est plutôt un bilan, il peut donner l'occasion d'un entretien. Et en fait, c'est la personne qui elle-même choisit celle qu'elle veut. Alors ça peut être un collègue, un N+1 ou un N+2. Donc ça me fait penser un peu à votre exemple, où vous choisissez la personne et en fait ce lien, cette qualité de la relation, cette écoute, cette confiance qui peut vous être accordée, en fait fait le reste, puisque vous dites c'est particulier, mais finalement est-ce que c'est pas ça la vie aussi, c'est de se tourner vers les personnes pour lesquelles c'est naturel. On a imaginé plein de choses, mais en réalité, voilà, au cours de nos rencontres, on a fini mais parfois par prendre d'autres décisions et d'organiser autrement. C'est ça. Tout à l'heure, Patrick parlait de rencontres entre deux personnes. Vous avez dit, Monsieur Audon, elle a choisi, vous avez choisi. J'allais dire, elles se sont choisies. Choisies mutuellement. Mutuellement. Ouais, des questions, alors j'ai pas vu où circulait le micro. Bonjour, Marlène Alexandre Burbeau, je suis correspondante handicap de l'Académie de Limoges concernant les personnels.
Donc, comme vous le savez, dans les académies, nous avons la plupart de nos personnels sont des enseignants. Et les enseignants sont, et c'est ça la difficulté, seuls devant leur classe en enseignement. Et donc, dans des pathologies non visibles, comme les pathologies psychiques, qui se révèlent parfois au cours de leur vie professionnelle, comme ça a été le cas pour Mathé, notre problème est de détecter le plus rapidement possible ces pathologies ou la souffrance de ces personnes pour pouvoir intervenir rapidement, les accompagner et faire un maintien dans l'emploi efficace. Parce que nous nous rendons compte que lorsque ces personnes-là commencent à être conscientes de leur handicap ou de leurs difficultés, ça veut dire que déjà, il y a eu beaucoup de choses dans les classes, mais les élèves sont dans l'établissement mais ne parlent pas forcément, et qu'ils n'ont pas été détectés auparavant. Autrement, ça veut dire qu'il y a une rupture sociale et que dans ces cas-là, les assistantes sociales des personnels ont pu détecter ces difficultés. Alors on a bien sûr aussi notre CMC qui peut être alerté. On a plein de monde, mais en fait, on se rend compte que l'éloignement des établissements fait que ces personnels-là ne viennent pas rencontrer les personnels qui pourraient les aider en première intention. Et donc, on voudrait avoir des moyens, peut-être, de détecter plus facilement ou plus rapidement ces difficultés pour que les personnels soient accompagnés plus rapidement. Voilà. Votre témoignage me fait penser à ce qu'une de vos homologues, je suppose, en Pays de la Loire, nous racontait sur le système qui avait été mis en place collectif de maintien dans l'emploi avec en fait plusieurs clés à ce dispositif. Je vous y renvoie, même ça, je ne vais pas prendre le temps de le présenter, puis je ne suis pas sûr de ne pas non plus être complètement... ou être un peu décalé éventuellement, mais ce qui a été mis en place, ça a été en fait déjà une information sur les alertes possibles, enfin sur le fait de pouvoir faire remonter de l'information, et ensuite sur des parcours qui permettent aussi aux personnes qui seraient sous pression, et avant de savoir quelles sont les formes de souffrance ou de pathologie, mais de pouvoir pendant une période cheminer différemment, mais ça veut dire aussi des arrangements en termes de poste. Voilà, mais si d'autres ont de meilleures idées que ces solutions internes, qui sont assez propres malgré tout à un rectorat et à l'organisation évidemment de l'éducation nationale, on peut retrouver peut-être dans les universités, mais d'une manière moindre, parce qu'on est assez concentré sur les mêmes lieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour vous. Ce sont des cadres, donc ce ne sont pas des personnels qui sont encadrés, mais qui sont encadrantes d'élèves, et c'est ça la difficulté de détecter. Alors effectivement, toutes les procédures, on les a tous au sein de nos académies pour les communications. Voilà, on fait tout ça sur nos académies, mais on voudrait être plus performant pour pouvoir aider plus rapidement, et puis alors aider les personnes en situation de handicap, et puis aider aussi les élèves qui peuvent être en souffrance devant une personne qui ne comprennent plus. Voilà. Et qui sont censés représenter l'autorité, enfin tout ce qu'on a comme représentation, parce que c'est l'élève de 3 ans jusqu'à l'élève de 18 ans, enfin, dans l'éducation nationale, ou même au-delà, dans les BTS. Donc des presque adultes ou adolescents, alors ils ont la dent dure, mais ils comprennent et ils peuvent alerter. Alors la dent dure, je me permets de le dire parce que c'est pas forcément facile pour la personne en situation de handicap en face. Donc on a des personnels qui arrivent chez nous qui sont extrêmement cassés par leur métier parce que justement c'est dur à supporter. Mais après on a des élèves de petites sections maternelles, ils sont incapables de pouvoir alerter. Et quand on se rend compte des choses, c'est que c'est déjà très trop avancé. tard. Ouais. Alors est-ce que les spécialistes qui sont avec nous dans cette salle ont des réponses? Oui. Alors, oui. Peut-être. Allez-y, et puis, Pardon. Le gros problème derrière, c'est qu'il n'y a pas de suivi médical des enseignants, tout bêtement. Déjà. Oui, mais vous avez un médecin de prévention, mais il n'y a pas de suivi médical régulier comme il peut y avoir dans les autres fonctions publiques. Mais voilà, bien sûr. Bien sûr. Il y a un seul médecin avec combien d'enseignants? Donc c'est pareil, est-ce que ce médecin est facilement disponible? Il y a ça aussi,
Non, mais... J'ai cru comprendre qu'il y avait pénurie, moi aussi. Non, mais c'est déjà... Non, mais je veux dire, ça soulève déjà un problème, c'est que ce sont des agents qui ne bénéficient d'aucun suivi. Alors, en plus, effectivement, c'est assez grave parce que derrière, effectivement, ce sont des encadrants auprès d'enfants. Et en plus, il peut des fois... Alors moi, je l'ai vécu personnellement. Hein, ma fille avec un enseignant, justement, qui posait des problèmes, qui avait un comportement anormal en classe. Les parents d'élèves avaient donc alerté. Il ne s'est rien passé derrière. Okay. Voilà. Okay. Non, mais, je vous propose de ne pas faire un cas particulier de l'éducation nationale, ça serait un peu dommage, mais on a entendu que vous aviez un sujet, une question. Le problème de fond, c'est quand même effectivement le suivi médical qui est inexistant dans l'éducation nationale, quasi inexistant. Alors, on va essayer de se consacrer davantage aux réponses qu'on peut apporter, même si le diagnostic est sans doute bien posé. Oui. Alors, je propose malgré tout, parce qu'elle a essayé depuis déjà un petit moment, Nathalie Desson, de nous donner son avis sur la question. Oui. Moi, je trouve très intéressante la remarque, votre remarque. Ça fait un petit moment déjà, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on travaille en groupement autour des prestations sur le handicap psychique avec mes collègues du 86, du 79 et du 17. Et Patrick est là pour le dire. On a essayé de rentrer par la petite porte, par la moyenne porte, mais on n'est jamais rentré on n'a pas trouvé l'entrée en tous les cas de l'éducation nationale. Et nous, on est prêts à travailler avec vous et à collaborer. Alors j'entends bien, c'est peut-être une mission difficile parce que j'entends en effet qu'il y a un contexte peut-être qui n'est pas simple, avec certainement de nombreux frein à lever, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est prêt à réfléchir peut-être en groupement régional à une rencontre dans un premier temps, peut-être essayer de trouver des synergies et puis à partir d'une bonne volonté, peut-être essayer de commencer à élaborer des pistes de travail pour envisager un partenariat. Voilà ce que je peux dire. C'est aussi à ça que servent ces rencontres. Une question complémentaire, je crois. Enfin, complémentaire, une question, tout simplement. Bonjour, Anne-Sophie Barinchi. Donc, je suis responsable du secteur accompagnement des parcours pro au département de la Charente. Alors, j'avais une question d'abord pour Madame Maté. Vous nous avez parlé tout à l'heure, en tout cas, vous avez évoqué le fait de ne pas prendre vos pauses auxquelles vous avez droit, finalement. Est-ce que c'est justement parce que vous ne ressentez pas le besoin ou c'est par rapport, finalement, au collectif ? Donc, pour combattre, finalement, ou pour vaincre... finalement, la stigmatisation. Alors, les pauses supplémentaires, je ne m'en rappelais pas. Par contre, j'ai une pause de l'après-midi que je prends sans problème. Et c'est vrai que je suis méfiante. Je ne veux pas prendre plus parce que ça m'est Par rapport à l'équité de traitement, finalement ? Il faudrait vraiment que ce soit un besoin très important pour que je me l'octroie. Ça ne sera pas du quotidien, ça c'est sûr. D'accord, voilà. Merci. Et après, c'était pour une information par rapport justement à dévier le statut, par rapport à la valorisation finalement des personnes qui exercent des tuilages, le compagnonnage, etc. Nous, on est en pleine réflexion concernant le CIA aujourd'hui pour valoriser justement l'engagement de ces personnes. Bonne idée aussi. C'est par rapport au RIFSEP. Voilà, donc il y a une part obligatoire et une part facultative. Et donc... Ok. On arrive au terme de cette table ronde, mais il y a peut-être encore une question. Allez-y, j'attendais de voir si les derniers doigts étaient levés. On est confronté donc souvent dans l'aménagement, dans l'aménagement des postes, etc., à la mesure exacte de la charge de travail par les employeurs. Par exemple, pour un même chef de service, pour un chef de service, un travail il va considérer que c'est un travail léger, qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Pour un agent X, ça sera lourd, et pour un agent Y, ça sera très très lourd, selon les compétences, selon plein de choses. Donc, quelqu'un qui a une difficulté psychique ou des effets secondaires de médicaments avec des troubles de concentration ou autres, quand on demande un allègement de charge, c'est toujours très compliqué parce que ça veut dire quoi, alléger la charge ? Donc, et on n'a pas forcément assez de temps, en tout cas médecin, on n'a pas assez de temps pour aller consacrer,
même si on fait des études de poste, etc., on ne peut pas passer des heures ou des semaines à étudier au quotidien toutes les tâches une par une. Et donc, on fait des fois des choses qui sont un peu approximatives. Moi, je trouve que là, on aurait besoin d'aide. Alors, je ne sais pas vers qui on peut se tourner, si vous avez des idées. Pour calculer la charge, vraiment, alors, est-ce que c'est un ergonome qui peut nous aider? Est-ce que c'est... Voilà. Oui, je pense que l'ergonome peut vous aider, ou un service de santé et sécurité au travail de manière générale. Nous, on l'a travaillé en interne avec la hiérarchie. Bon, on arrivait sur une nouvelle configuration. Il a fallu aussi, au fur et à mesure de l'avancée des mois, voir concrètement en quoi consistait le travail de classement des ouvrages, le travail qui pouvait être impactant, le travail en lien avec le public. Enfin, voilà, on l'a défini ensemble et c'est là où on s'est posé des questions. Est-ce qu'à certains moments, on fait de la monotâche? Est-ce qu'à certains moments, on fait du travail en retrait dans les bureaux? Enfin, voilà, nous, on a clairement cherché en interne sans le médecin du travail. Et puis après, on l'a associé sur le résultat un petit peu de nos études. Qui alors l'a fait? La question, c'est qui l'a fait, c'est ça? Ah ben, s'il y a un ergonome, s'il y a un préventeur de manière générale. Ou un appui extérieur. Mais ça s'inscrit complètement dans le cadre des prestations d'appui spécifiques. Hein. Voilà. Il y a deux formes d'accompagnement possibles. Il y a les prestations d'appui spécifiques et il y a l'emploi accompagné, qui sont deux formes de compensation dans lesquelles les chargés de prestations peuvent tout à fait intervenir pour une étude de poste très précise, au regard de vos besoins et de vos demandes. Et il existe une troisième dans le catalogue, simplement des interventions. Plusieurs personnes m'ont indiqué, en tout cas pour des acteurs qui travaillent aussi bien avec des financements FIP qu'AGFIP, que là, pour le coup, le FIP avait une particularité, c'était capable je crois que vous y avez fait référence tout à l'heure, mais de financer des prestations qui sont des prestations de diagnostic et des prestations d'accompagnement directement sur le catalogue sans que ça passe par une passe. Ça fait la transition, je pense. Il n'y a plus de questions parce que je vais en dire un mot, mais juste pour les études de poste, vous avez aussi ce qu'on appelle, mais il y a plein de prestataires. En fait, l'écosystème du handicap, il est hyper riche, mais du coup, il est presque trop riche parce qu'il est hyper compliqué à appréhender. Vous avez les EPAST aussi, qui sont des études de poste sur des situations complexes. Donc, qui sont sur des études de poste là où on demande justement une expertise encore plus importante parce que la situation est plus compliquée. Il y a des prestataires, mais je vais en dire un mot, mais c'est vrai que cet écosystème, il faut faire quelque chose pour le simplifier parce qu'il le rend plus lisible surtout et plus accessible. On a, pour simplifier quand même malgré tout, on a travaillé avec les correspondants handicap sur l'écosystème justement, donc on pourra vous peut-être transmettre dans un compte rendu ou en tout cas vous faire un lien avec le modèle qu'on a essayé de dessiner, qui évidemment est une représentation un peu pâle, mais enfin qui dit quand même quelque chose des différents dispositifs et des acteurs qu'on peut mobiliser. Votre question est pertinente. Nous arrivons à l'heure où le mot de conclusion doit être fait. Juste avant de céder la parole à Caroline qui la gardera jusqu'au bout, je vous rappelle qu'il y a, qui ont été distribués sur des sièges qui sont vides et puis pas forcément sur les autres, mais je pense qu'on a moyen de se débrouiller pour arriver à donner à ceux qui ne l'ont pas des feuilles d'évaluation qui nous sont toujours très utiles. Pas pour savoir si on a été bon ou pas, mais pour savoir si en fait par rapport à vos attentes en particulier, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été des réponses intéressantes, ou au contraire s'il faut qu'on aille plus loin la prochaine fois, et ça piste pour nous éventuellement des sujets sur lesquels il faudrait qu'on aille un peu plus loin, qu'on explore d'une manière différente. Avec notamment des rendez-vous différents, que ce soit pour les correspondants handicap, que ce soit dans le cadre de webinaires. Alors là, on a par exemple une affluence depuis hier absolument incroyable sur un webinaire sur la période préparatoire au reclassement ou de préparation au reclassement qui va se faire le 12 juillet avec une avocate que certains d'entre vous ont déjà rencontrée. Mais il y a d'autres interventions comme ça sur le handicap psychique ou autres qui peuvent vous aider. Donc voilà, si vous avez des bonnes idées sur ce qu'il faudrait qu'on explore davantage ensemble, vous n'hésitez pas, ça nous permettra de les mettre en place. Voilà, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on peut vous applaudir aussi pour ce témoignage très intéressant.